je lui dirai ce que je dis à tous les blancs sincères, qui ne peuvent pas adhérer à mon organisation nationaliste noire, l'Organisation de l'Unité Afro-Américaine. Je suis profondément convaincu que les blancs qui veulent s'inscrire dans une organisation noire cherchent surtout à apaiser leur conscience, sans pour autant faire face aux vrais problèmes. En tournant autour de nous, ils prouvent, certes, qu'ils sont avec nous, mais ce n'est pas ainsi qu'on résout le problème racial. Les Noirs ne sont pas racistes. Ce n'est donc pas à eux de fournir des preuves, mais aux Blancs. La véritable bataille doit être livrée entre Blancs et non pas entre nous. La présence même des Blancs au sein des organisations noires rend celle-ci moins efficace. Il faut que les Noirs s'aperçoivent qu'ils sont capables de se débrouiller tout seuls, de travailler tout seuls parmi les leurs. Et la présence des Blancs, même les meilleurs, retarde cette prise de conscience. Je ne voudrais vexer personne, mais j'avoue que je n'ai jamais fait confiance aux gens de blanc qui tournent autour de nous avec trop d'empressement. Je ne sais pas. Peut-être me rappellent-ils inconsciemment tous ces blancs que j'ai connus jadis et que j'ai vus se saouler la gueule, devenir tout rouge et s'emparer enfin d'un noir qui se trouvait là pour lui dire: je tiens seulement à ce que tu saches que tu es un type bien, tout aussi bien que moi. Ces mêmes blancs remontaient ensuite dans leur taxi ou leur limousine et regagnaient leur centre, leur quartier, où un noir n'avait pas d'intérêt à se montrer s'il n'était pas domestique. Quoi qu'il en soit, je sais que dès qu'un blanc adhère à une organisation noire, les noirs ont tendance à s'en remettre à lui. Et même si, officiellement, les dirigeants sont noirs, ce sont bientôt les blancs qui prennent le gouvernail, parce que ce sont eux qui versent l'argent. Que chacun travaille de son côté, œuvrant dans le même sens. Voilà ce que je réponds aux blancs sincères. Nous tiendrons nos camarades blancs en haute estime, nous reconnaîtrons leurs mérites, nous leur crierons sur les toits, mais nous militerons parmi les nôtres, car seuls les noirs peuvent montrer à des noirs comment se débrouiller tout seuls. En travaillant séparément, blancs et noirs travailleront ensemble. J'ai osé rêver quelquefois que l'histoire irait jusqu'à dire que ma voix, qui a dérangé le blanc dans sa suffisance, son arrogance, sa complaisance, que ma voix a contribué à éviter une catastrophe fatale peut-être pour l'Amérique. Ma voix n'est qu'une parmi d'autres, mais notre but a toujours été le même. Certes, mes méthodes sont radicalement opposées à celles du docteur Martin Luther King, apôtre de la non-violence, doctrine qui a le mérite de mettre en relief la brutalité du blanc à l'égard des noirs. Mais dans l'atmosphère qui règne actuellement en Amérique, je me demande lequel des deux extrémistes, le violent Malcolm X ou le non-violent Dr King, sera mort le premier. Tout ce que je fais en ce moment, je le considère comme urgent. L'homme ne dispose que d'un certain temps pour faire ce qu'il doit faire. Je spécule sur ma mort sans grandes émotions. Je n'ai jamais pensé que je vivrais assez longtemps pour être vieux. Je sais, j'ai toujours su que je mourrais d'une mort violente. C'est dans la famille. Prenez les choses auxquelles je crois, prenez mon tempérament, ajoutez-y le fait que je me dévoue corps et âme à la cause que je défends. Avec tous ces ingrédients, comment voulez-vous que je meure dans mon lit? Si j'ai consacré tant de temps à ce livre, c'est dans l'espoir que le lecteur objectif y trouvera un témoignage utile à la société. Dans les ghettos noirs, les adolescents comme je l'ai été sont chaque jour plus nombreux. Je ne veux pas dire qu'ils deviennent tous les parasites que j'ai été, non. Ils ne sont qu'une fraction, mais cette fraction de jeunes criminels coûte chaque année plus cher et chaque année plus dangereuse. Le FBI a récemment publié un rapport sur le taux annuel de criminalité en Amérique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce taux s'accroît d'année en année, de 10 ou 12%. Le rapport ne le spécifie pas en toutes lettres, mais moi, je dirais que cet accroissement est dû au ghetto noir. Et dans les émeutes du long été brûlant de 1964, les jeunes noirs du ghetto étaient toujours au premier rang. Et je suis convaincu que d'autres émeutes vont éclater. Plus grave encore, malgré la loi sur le droit civique, qui apaise les mauvaises consciences, car personne ne s'est vraiment préoccupé de la cause de ces émeutes, qui est autre que le cancer raciste. Je crois vraiment qu'aucun noir américain ne s'est enfoncé dans la boue aussi profondément que moi. Aucun noir n'a été plus ignorant que moi. Aucun noir n'a autant souffert que moi, connu la même angoisse que moi. Mais la lumière la plus pure
ne brille qu'après la nuit la plus profonde. La plus grande joie ne vient qu'après les plus grands malheurs. Il faut avoir connu l'esclavage et la prison pour jouir pleinement de la liberté. J'ai beaucoup de lacunes, je le sais. Ce qui m'a manqué, ce qui m'a manqué le plus, c'est l'instruction. J'aurais voulu faire des études supérieures. Si j'avais le temps, j'irais sans honte m'inscrire dans un lycée. Je repartirai d'où je me suis arrêté et j'irai jusqu'à la licence. J'ai tellement envie d'étudier, dans tous les domaines, parce que j'ai l'esprit grand ouvert et je m'intéresse à tout. Je me réveille tous les matins sachant que j'ai gagné un jour de plus. Je vis comme un mort en sursis. Aussi voudrais-je vous demander un service. Quand je serai mort pour de bon, je le dis parce que je sais que je le serai quand ce livre paraîtra. Quand je serai mort pour de bon, lisez bien les journaux. La presse blanche identifiera Malcolm X à la haine. Vous verrez. L'homme blanc se servira de moi mort, comme il s'est servi de moi vivant. J'incarne à ses yeux la haine, incarnation commode, car elle lui permet de nier la vérité, de nier que je n'ai fait que tendre à l'homme blanc son propre miroir, afin de lui montrer les crimes abominables de sa race contre ma race. Vous verrez. Dans le meilleur des cas, on me collera l'étiquette du noir irresponsable, de leader noir responsable, étant précisément ceux qui n'obtiennent jamais de résultats. Moi j'en ai obtenu quelques-uns. Depuis que je suis devenu un leader en quelque sorte des Noirs américains, chaque nouvelle offensive, chaque nouvelle contre-attaque de l'homme blanc m'a rassuré. Plus il m'attaquait, plus j'étais sûr d'être sur la bonne voie, et de vrai dans l'intérêt des Noirs. En défendant ces positions, le raciste blanc me certifiait que j'offrais à l'homme noir quelque chose de valable. Oui, j'ai chéri mon rôle de démagogue. Je sais que bien des sociétés assassinent les hommes qui les ont aidés à se muer. Si je meurs en ayant apporté la plus petite lumière, la plus petite parcelle de vérité, si je meurs en ayant pu contribuer à détruire le cancer raciste qui ronge la chair américaine, alors tout le mérite en revient à Allah. Ne m'imputez que les erreurs.